Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce numéro spécial des best-of de l'été sur TV Liberté. Le samedi 1er août 2014, le tocsin a sonné dans toutes les communes de la région Rhône-Alpes comme il y a 100 ans. En effet, le samedi 1er août 1914, les cloches ont résonné dans l'après-midi et pendant plusieurs heures pour annoncer la mobilisation des Français pour un conflit qui va durer 4 ans. La Première Guerre mondiale va représenter une déflagration d'une ampleur inégalée. Elle va constituer un événement marquant du XXe siècle. Et elle est présentée dans les manuels scolaires comme une guerre totale. Elle a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Plus de 60 millions de soldats ont pris part au conflit, 9 millions de personnes ont trouvé la mort, 20 millions ont été blessés. Et les monuments aux morts dans toutes les villes et les villages de France gardent la trace de la mémoire de cet apocalypse. Dès son premier numéro, le magazine d'histoire de TV Liberté Passé-Présent s'est intéressé au centenaire de cette terrible tragédie. Et c'est Philippe Conrad, historien de renommée internationale, aidé de l'éditeur Jean-Pierre Thurberg et de la journaliste Catherine Gourin, qui a reçu de très nombreux invités pour évoquer cette page essentielle de l'histoire de notre pays et de l'Europe. Nous vous proposons de retrouver un extrait, en l'occurrence le premier numéro de Passé-Présent. Effectivement, et Philippe Conrad évoque les commémorations prévues pour le centenaire de la Grande Guerre sur le sol national. Cette Première Guerre mondiale, elle va nous fournir également la matière de la partie que nous consacrons à l'actualité. Nous le savons, en 2014, la France se souvient des immenses sacrifices consentis il y a maintenant un siècle. Au mois d'août prochain, nous allons commémorer l'entrée en guerre de la France dans cet immense conflit. Une guerre, une grande guerre, selon l'expression qui va s'imposer rapidement. Une grande guerre qui manifestement retient l'intérêt du public de plus en plus. Nous avons observé ce phénomène au cours des dernières décennies, que l'on se souvienne du cinquantenaire de la guerre de 1914, en 1964. Nous étions encore à l'époque du général de Gaulle. Il y a eu bien sûr des célébrations officielles, institutionnelles en quelque sorte. Mais on pouvait penser qu'au fil du temps, le souvenir de la Grande Guerre, le souvenir de cet immense sacrifice allait progressivement s'estomper. Et effectivement, les diverses générations qui ont suivi n'ont pas manifesté un intérêt considérable pour cet épisode. On pouvait penser qu'avec la disparition progressive de tous les anciens combattants, ce qui est arrivé il y a quelques années, on le sait, eh bien, la Grande Guerre allait entrer une fois pour toutes dans l'histoire et qu'elle allait prendre la place de ce qu'avait pu être la guerre de 1870 ou les guerres napoléoniennes. Les choses ne se sont pas passées ainsi. Depuis, en gros, les années 90, on a constaté des manifestations d'intérêt répétées du grand public pour cet épisode de notre histoire. On a vu, par exemple, le succès du site qui a été créé par le ministère des Anciens Combattants, le ministère de la Mémoire, qui a été complètement embouteillé parce que chacun a voulu retrouver la trace de son ancêtre, combattant de 1914, tué, disparu au cours de cette guerre. On a pu constater également l'ampleur de la production éditoriale qui s'est mise en œuvre au cours des dernières années. Et dans cet autre extrait, Pierre Demeuse, doublure de grande qualité de Philippe Conrad, autre animateur de Passé-Présent, s'intéresse à un sujet à la fois passionnant et émouvant, les journaux de tranchées. Là, le hasard a fait que, en parlant avec Jean-Pierre Vernet, le collectionneur bien connu qui est à l'origine du musée de Meaux, j'ai été amené à feuilleter ces petits journaux de tranchées dont j'avoue je ne connaissais pas l'existence et qui m'ont fait découvrir un pan totalement original et un angle de vue totalement original sur la Grande Guerre que je pensais pourtant assez bien connaître. En fait, il faut dire que les journaux de tranchées, ce ne sont pas du tout des journaux de l'arrière, ce qu'on appellerait aujourd'hui la grosse presse, ce sont effectivement des petits journaux artisanaux que les poilus ont créés, ont illustrés, ont diffusé, ont imprimé eux-mêmes. Et l'explication est assez simple. En 1914, au déclenchement de la guerre, c'est la guerre de mouvement, donc par définition, marche contre marche, attaque, reflux, repli, retraite, etc. Les poilus sont très occupés. Ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leur vie personnelle, à leur vie intellectuelle. Novembre 1914, le front se fige sur une ligne, en gros, qui part de la Manche jusqu'à Belfort, et pendant
4 ans et quelques, à quelques très rares exceptions près, les lignes ne vont pratiquement pas bouger. Donc on se retrouve là à contrebattre une idée répandue tout de suite, qui est celle que les poilus étaient tout le temps au combat, tout le temps sous les bombardements, tout le temps exposés à la mort. En fait, non. Quand vous lisez les journaux de tranchées, vous apercevez que les poilus passaient beaucoup de temps à attendre. Et l'un d'eux le proclame d'ailleurs avec une certaine élégance, c'est les journaux de tranchées, c'est tuer le temps en attendant d'être tué. Et ces poilus qui tout d'un coup se retrouvent à creuser des trous et à vivre un peu comme des hommes préhistoriques, figure qu'ils développeront d'ailleurs beaucoup dans leurs journaux, eh bien ils s'ennuient. Et pour ne pas s'ennuyer, ils ont plusieurs échappatoires possibles. Certains lisent, les plus intellectuels, d'autres font ce qu'on appellera des bijoux de tranchée, c'est-à-dire ils s'emparent de douilles d'obus ou de balles pour confectionner des vases, des briquets, des encriers, des crayons, etc., etc. Et puis d'autres éprouvent un manque qui est le manque d'information. Et l'un des premiers journaux du front dont on a la trace, alors ils se disputent tous pour savoir qui a été le premier, en réalité ça a été une espèce de génération spontanée où on a vu émerger à plein d'endroits différents du front, à peu près en même temps, de façon quasi simultanée, des titres, alors je vous en cite quelques-uns, Les boyaux du 95e, L'écho des marmites, Le petit écho du 18e, L'écho des guitounes, Le canard poilu, La ouèvre joyeuse, La grève générale, Le rigole-boche, tout ça vous donne une idée, on dirait aujourd'hui du positionnement ou de la ligne éditoriale qu'ils adoptent. Auteur de Mata Hari, le roman photo d'une espionne, Catherine Gourin a eu la remarquable idée de consacrer plusieurs épisodes de passé-présent à la danseuse et courtisane Margareta Gertruida Zelle, plus connue sous le nom de Mata Hari, accusée d'espionnage au service de l'Allemagne et condamnée à mort pour intelligence avec l'ennemi. La petite histoire a retenu que juste avant d'être exécutée à Vincennes, la danseuse se serait écriée « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ». On regarde Catherine Gourin. Elle va dire « Vous allez voir une belle mort ». Et c'est effectivement ce qui va se passer. Elle refuse le bandeau, on lui attache les mains devant, ce qui ne l'empêchera pas d'envoyer un baiser avec ses mains attachées. Elle envoie un baiser à la fois à Clunet, à la sœur Léonide et à l'officier qui commande le tir. Bon, et puis elle s'effondre, on lui donne le coup de grâce. Comme dans le film H21 avec Jeanne Moreau, on dit la formule rituelle, est-ce que quelqu'un réclame le corps? Personne ne réclame le corps. Et donc, elle va se retrouver à la morgue et son corps va servir pour les expériences médicales, pour les carabins, etc. On a le rapport d'autopsie qui est poignant, là aussi, vous savez, elle n'avait pas de joli sein, et là aussi, eh bien, le médecin note qu'elle a une poitrine fanée, sein pauvre et fané. Elle qui avait réussi à cacher sa poitrine pendant toute sa vie, sur la table de dissection, elle n'a pas réussi. Alors c'est une histoire dramatique, parce que vraiment, elle ne méritait pas ça. Clémenceau dira d'ailleurs, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Ce qui est quand même, ce qu'elle aurait adoré, eh bien c'est ce qui se passe maintenant, parce qu'il n'y a pas de mois où il n'y a pas un livre sur Mata Hari. Il y a un musée dans sa ville natale où elle est quasiment une héroïne, il y a sa statue. Et en 1917, je me suis laissé dire qu'on allait demander une fois de plus la révision de son procès. Donc Mata Hari est devenue une star pour l'éternité, et c'est bien comme ça. Une équipe de TV Liberté a suivi le montage et la présentation d'une exposition au Fort de Vincennes, près de Paris, consacrée aux affiches de la Grande Guerre. 100 affiches originales et scrupuleusement conservées. On est très heureux de recevoir aujourd'hui beaucoup d'historiens, quelques journalistes et beaucoup de gens de la culture dans cette exposition sur les affiches de la guerre de 14 que les Parisiens vont pouvoir découvrir pendant 3 semaines avant que cette très belle exposition parte à Avallon, puis à Lyon, et après nous partons carrément en Australie, puis à Nouméa, au Vanuatu. Il y aura sans doute un petit arrêt en Nouvelle-Zélande également, et nous travaillons à montrer cette expo exceptionnelle aux États-Unis et en Italie. Aucune autre expo de ce centenaire ne réunira en un même lieu 100 affiches originales, car ce sont tous des originaux, et en plus 100 affiches dans cet état-là,
de ce qu'était l'affichisme à l'époque de la guerre. Nous le devons à la passion et aussi à la patience d'un collectionneur qui s'appelle Pierre Grézard, qui depuis plus de 20 ans écume les salles des ventes, les ventes entre particuliers, épluche les petites annonces de la presse du monde entier et doit posséder aujourd'hui quelque chose comme 2000 affiches de la Grande Guerre, ce qui est absolument rarissime. Je crois qu'il est le plus grand collectionneur mondial, mais sa collection est beaucoup plus vaste et elle fera, je l'espère, partie, peut-être pas les 1000, mais une bonne partie sera dans le livre que nous préparons sur l'affiche française dans la Grande Guerre, avec Pierre Grézard, et qui devrait sortir dans le courant de l'année 2015 pour commémorer l'année 1915. J'avais déjà vu des affiches de guerre, mais jamais comme si elles sortaient sous presse. Des dessins sont absolument fabuleux. Alors moi, celle qui m'a la plus marquée, c'est celle qui est derrière vous, qui s'appelle Victoire, que je trouve extraordinaire et effrayante parce qu'elle représente l'hécatombe qu'a été la Première Guerre mondiale. Puisque la victoire est là, mais le glaive de la victoire, et vous avez des centaines et des centaines de morts sous le glaive. Donc c'est très touchant parce que ça rappelle combien cette guerre a été terrible. Il y en a plusieurs qui sont très intéressantes, mais j'ai bien aimé celle qui est là-bas, avec le crâne et le... je trouve ça très vrai de ne pas donner l'argent aux Allemands. Et elle a gardé pour les soldats français qui combattent. Parce qu'il y a pas mal d'affiches que je n'ai jamais vues, même si par des livres que j'ai, je connaissais déjà aussi d'autres affiches. 6 périodes, dans un premier temps la mobilisation, le soutien de l'arrière, le soutien financier, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affiches d'emprunt et tout de suite, et après donc la guerre par elle-même, et après la reconstruction. Ce qui m'a le plus plu, c'est très surprenant, c'est une affiche de Charles Léandre. Étant moi-même collectionneur des œuvres de Charles Léandre, j'ai découvert une œuvre de lui que je ne connaissais pas. Donc c'est une grande surprise. Moi, je suis très attaché à l'histoire. Je pense qu'en France, on construit son avenir en regardant son passé et en allant de l'avant. Donc il faut savoir ne pas oublier. Maintenant, on a 2-3 générations depuis la Grande Guerre et puis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que tout un chacun doit savoir retrouver ses racines et savoir d'où on vient. Et puis pour un médecin militaire, c'est important de savoir un peu ce qu'ont travaillé, ce qu'ont vécu nos anciens, à la fois en tant que soldats et à la fois en tant que soignants. Passé-présent continuera tout au long de l'année 2014 de faire revivre la Grande Guerre, sa chronologie, ses actes de bravoure, ses malheurs, ses vainqueurs et ses vaincus, ses joies et ses sacrifices. Revenons au 1er août 1914. 1er août 1914 où un jeune officier entend les cloches qui annoncent la mobilisation. Il embrasse les siens et rejoint son régiment, le 276e régiment d'infanterie de réserve à Coulommiers. Ce lieutenant, qui se comporte en soldat héroïque, meurt sur le champ de bataille près de Meaux, un mois plus tard, le 5 septembre 1914. Et oui, englouti dans la boue et le sang de cette guerre impitoyable, la France vient de perdre un soldat, un parmi ces millions de combattants qui formaient la force, la gloire d'une nation. Et ce soldat s'appelait Charles Péguy. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Et c'est sur ces quelques mots que nous nous quittons pour cette édition du Best of de l'été. À bientôt pour le prochain numéro. Bonsoir. Bonsoir.